au lieu d'être en train de vous baigner dans le lac. Euh, Aujourd'hui, on va parler de comment créer son propre device IoT. Déjà, tout le monde parle français? Everybody speaks French? Ok. On va regarder comment on peut créer notre propre device IoT en mode un peu prototyping avec un ESP32. Et du coup, on va parler pas mal de Bluetooth et Bluetooth Low Energy. Pour la petite histoire, j'ai commencé à apprendre ça en fait pour travailler sur une startup qui fait des casiers qui sont en fait déverrouillables par smartphone, donc avec une app, etc., toute une stack. Et j'ai commencé à faire les premiers prototypes pour eux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti d'à peu près zéro. Enfin, j'avais quand même un background de software. Euh, mais au niveau de l'ESP32, je connaissais quasiment rien. Je connais un peu l'Arduino. Et pareil au niveau de comment faire du Bluetooth. Donc ça va un peu suivre mon expérience et enfin, ce que j'ai réussi à en retirer. Je ne suis pas du tout un pro là-dedans, mais je pense que j'ai compris assez bien la base pour vous expliquer les fondamentaux. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à rentrer dedans. Il y a, je trouve, assez peu de ressources en ligne pour vraiment comprendre correctement comment marche Bluetooth. Le SP32, ça existe sous beaucoup de formes différentes. En réalité, c'est ce chip ici qui est relativement petit. C'est un chip donc de Espressive. Euh, et en général, il est monté donc sur des boards pour avoir d'autres features comme par exemple un USB vers UART qui nous permet de facilement le programmer. On a une série de pins digito-analogiques avec du IKRC, du SDA. La plupart de ces boards gèrent le Wi-Fi et Bluetooth, donc ça c'est dans l'ESP. Souvent il y a aussi une flash de quelques mégas. Certains modèles ont un module aussi qui permet de gérer des petites batteries lithium, ce qui est assez pratique quand on veut faire un device qu'on met dans la nature. Et la tension d'opération est en 3,3 volts. Donc ça reste assez classique, si vous avez fait de l'Arduino ou de l'USP 8266. Tout d'abord, on va commencer par tout oublier. Donc si vous connaissez TCP/IP, si vous connaissez HTTP, etc., ça va pas être super utile. Les seules couches par rapport au modèle ISO dont on a l'habitude, qui sont à peu près les mêmes, c'est la couche physique, parce que voilà, on a besoin d'une couche physique, il y a un link layer, et ensuite ça commence à être assez différent. Pour la petite histoire, Bluetooth ça a été créé en 1994, donc au début, c'était vraiment des trucs écrits, mais qui n'étaient pas forcément faciles à implémenter, à utiliser. C'était difficile de mettre les boîtes d'accord sur les standards. La véritable, enfin, ça dépend des versions et des avis, mais la véritable bonne version à utiliser, c'était en 2002 Bluetooth 1.1. Ils ont quand même beaucoup amélioré l'implémentabilité, on va dire, et la usability de, de la stack. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres spécifications qui ont surtout amélioré la vitesse de Bluetooth, qui ont ajouté aussi certains profils, on va voir ce que c'est après. Et ensuite, en 2010, on a eu Bluetooth 4.0 qui est arrivé et qui a été une petite révolution dans le monde de Bluetooth parce qu'on avait tout à coup Bluetooth Low Energy qui nous permet de faire des, des devices qui consomment très peu d'énergie et aussi la possibilité de faire des profils custom. On va voir aussi après ce que c'est. Et ensuite, en 2016, Bluetooth 5, on a les spécifications. Après, c'est quelque chose d'assez frais, donc il y a encore assez peu implémenté et utilisé. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Et j'ai oublié de regarder récemment. Ah oui, oui, ouais. Et donc, comme dit Massoud, il y a des concepts pour faire des réseaux méchés au lieu d'avoir ce qu'on va voir là. Ce qui permet d'avoir ouais, des réseaux méchés pour regarder ce que c'est si vous ne savez pas. Plus de distance avec un débit réduit. Et aussi plus de distance avec un débit réduit. Euh, Comment ça marche Le concept de base, c'est qu'on a en général un central
par exemple un smartphone, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, et des périphériques, qui seront des devices IoT, des écouteurs, votre voiture, des choses comme ça. La Bluetooth Stack, là j'ai juste mis pour l'instant ce qui nous est un peu familier si vous avez fait de l'internet. Donc la couche physique, le link layer, le host controller interface, et puis ensuite le L2CAP qui est donc Logical Link Control and Adaptation Protocol. C'est une couche en gros qui va faire un peu ce que fait TCP, c'est-à-dire segmenter les datas en paquets, les ordonner et faire des choses qui nous rendent la vie plus facile. Les profils, comme on l'a vu tout à l'heure, l'idée de Bluetooth, c'est de faire communiquer les appareils de manière assez universelle. C'est-à-dire que n'importe quel fabricant d'écouteurs Bluetooth, une fois qu'il a choisi le bon profil, eh ben, n'importe quelle personne qui fait des smartphones ou autre chose peut communiquer avec. Donc c'est une série de standards. Donc dans les plus classiques, il y a le Headset Profile. Generic Access Profile, on le verra tout à l'heure, c'est ce qui permet de découvrir donc, les devices. Generic Attribute Profile, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est ce qui nous permettra de communiquer avec notre petit device Low Energy. Advanced Audio Distribution Profile, c'est ce qui est un peu plus récent pour l'audio. Il y a encore une nouvelle spécification qui est en train d'être écrite, je crois. Et de pair, en général, il y a le Audio-Vidéo Remote Controller Profile qui permet donc de changer le volume, faire play, pause, tous ces machins. Et après, on a des choses un peu plus récentes, enfin, pas forcément. Le Health Device Profile, donc si on veut avoir des appareils qui mesurent, par exemple, notre pouls, bien notre taux d'insuline ou des choses comme ça. Et puis le LAN Access Profile qui permet par exemple de faire des connexions Internet over Bluetooth. Ça c'est aussi un peu plus ancien, il n'y a pas vraiment d'ordre. Et il y en a vraiment beaucoup, il y en a de plus en plus. À chaque fois qu'il y a des inventions qui prennent un peu de l'ampleur, en général il y a des nouveaux standards, j'ai l'impression. L'advertisement. Donc vous avez déjà vu, quand vous essayez de vous connecter à votre enceinte Bluetooth, par exemple, vous allez rechercher des appareils et vous allez magiquement en trouver. Ou alors, peut-être qu'il faudra appuyer sur le bouton qui lui dit, justement, d'advertiser. Et puis ensuite, vous allez pouvoir le trouver. À droite, vous avez, en fait, une partie des protocoles et de la stack. Donc, on l'a vu avant, on a donc les premières couches en bas. Et ensuite, on arrive au HCI, qui est notre Host Controller Interface. Et ensuite, on a le L2CAP, qui est à peu près l'équivalent du TCP, qui va segmenter, etc. Et nous, on va plutôt se concentrer sur les couches du dessus, qui sont du coup un peu plus amusantes pour bidouiller. Et on peut voir que le gap, en fait, il est directement sur le HCI. Donc ça reste un truc qui est assez bas niveau, qui est assez simple. Et on a aussi en fait le SM Security Manager. On va pas parler de sécurité aujourd'hui, il y a beaucoup de très bonnes conférences qui parlent de sécurité de Bluetooth. Faut savoir qu'il y a différents profils de sécurité, dont un qui est assez pratique si vous bidouillez, qui s'appelle JustWorks, où en fait il n'y a pas de sécurité. Enfin, c'est une clé qui est 0000 et qui marche. Voilà. Et du coup, pour faire du Generic Access Profile, ce profil en fait va nous permettre de découvrir des nouveaux devices, de gérer la connexion, gérer la sécurité, etc. Comment ça marche? C'est que notre périphérique il va broadcaster toujours des petits paquets. C'est des trucs très légers. On peut mettre quelques datas dedans, je ne sais plus exactement, mais c'est une vingtaine de bytes, je crois, ou quelque chose comme ça, c'est vraiment, ou même de bits. C'est vraiment quelque chose de très faible. C'est utilisé parfois par des beacons juste pour, par exemple, vous pouvez avoir un truc qui émet juste la température. Donc température, ça tient dans un byte, donc on arrive à envoyer un advertisement, on peut envoyer juste cette data-là. Ce qui permettrait même d'éviter en fait de faire toute la connexion et de juste broadcaster la température à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petites flèches en trétier sur l'advertisement, parce que
en fait, il communique à personne en particulier, il advertise. Ensuite, le smartphone, il va voir tous ces devices qui advertisent. En général, il y a aussi des filtres, c'est-à-dire que si vous faites votre propre device IoT avec votre profil à vous, vous dites mon profil magique, par exemple, vous n'allez pas forcément le voir dans dans la connexion sur votre téléphone, dans le truc de base de Bluetooth. Parce qu'en général, il va quand même filtrer un peu les profils pour n'afficher que ceux qu'il a l'habitude de gérer, c'est-à-dire par exemple vos écouteurs et des choses comme ça. Donc en fait, il va envoyer une scan request. Donc il va demander au périphérique qu'il a scanné avec son unique ID, s'il te plaît, j'aimerais me connecter à toi. Ensuite, on a une scan response. Cette partie-là, donc scan request, scan response, c'est le device discovery. Ensuite, l'autre, il va accepter, il peut envoyer encore des datas avec. Et puis, ensuite, on aura l'initialisation et on aura donc un slave et un master. C'est clair jusque-là? Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok. Ensuite, une fois qu'on est connecté, c'est super chouette, parce qu'on va commencer à pouvoir s'amuser avec plein de profils différents. Et entre autres, ceux qui nous intéressent maintenant, je vais donner 2-3 exemples, mais c'est le cas pour tous les profils, en tout cas low energy. Donc on a des services. Les services, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de caractéristiques, on va après ce que c'est, qui sont stockées en fait, comment dire, un périphérique, il va avoir un profil, par exemple Earth Rate Profile, et ce profil, dedans, il pourra avoir plusieurs services. Par exemple, Earth Rate Service, qui aura tout ce dont on a besoin. Et ensuite, on a aussi, par exemple, un Device Information Service, qui va pouvoir dire quel est le manufacturer, enfin le fabricant, pardon, le numéro de modèle, le numéro de série, la révision, etc. Alors que donc c'est vraiment des informations qui sont dans un service à part entière, qui existe, qui a été spécifié. Et le Earth Rate Service, c'est aussi un truc qui a été spécifié, etc., mais qui dedans a, par exemple, la mesure de Earth Rate, où est-ce qu'on a le senseur sur nous, et puis des control points, c'est un détail. Et donc là, on voit, on a un profil, Earth Rate Profile, avec 2 services, avec ensuite 3 caractéristiques pour le premier, et je crois qu'on a 8 pour Device Information Service. Les caractéristiques, c'est ce qui va nous permettre d'échanger des datas. C'est là que ça devient intéressant pour nous. C'est que si par exemple je veux faire un truc qui connaît la température, on va se connecter, on va se lier avec, et ensuite on va pouvoir faire un read. Ou par exemple le niveau de batterie du device. Donc, ça sera juste un read sur une caractéristique. Il faut voir ça comme une variable en fait, une caractéristique. On va lire cette variable à distance et on va récupérer notre valeur. Donc voilà, il fait 38 degrés. Ensuite, on peut faire des writes, donc on peut écrire la caractéristique. Par exemple, ça pourrait être définir l'heure du périphérique, ou bien dans le cas sur lequel j'ai bossé, des casiers, ça sera dire quelle porte du casier doit s'ouvrir. Donc c'est juste envoyer un int, ou on peut voir ça comme définir un int sur une variable. Et puis ensuite, on a 2 autres qui sont assez utilisés, en tout cas Notify, qui permet qui permet en fait au périphérique d'envoyer. Les 2 derniers, on va dire que c'est plutôt le périphérique qui envoie des données au central, ce qui est un peu l'inverse de ce qui est normal. C'est-à-dire notifier. Alors d'abord, le central, il doit souscrire à ces notifications, par exemple dire ouais, s'il te plaît, quand ton niveau de batterie il est en dessous de 10%, informe-moi, c'est important. Et le périphérique, du coup, il va en fait notifier via ces caractéristiques. Et puis, indicate, c'est assez particulier, j'ai jamais vu d'utilisation, mais il y en a sûrement. Ça permet en fait au périphérique d'indiquer au central qui doit faire quelque chose. Par exemple, si tout à coup il y a quelque chose d'étrange, je sais pas, il a perdu une valeur, j'en sais rien. Il peut dire, il pourrait indiquer ça au central, et le central pourrait lui renvoyer cette chose, ou envoyer une nouvelle chose.
Donc ça permet en fait de demander des choses au central. Comme vous voyez, c'est là que je disais que c'est assez différent de ceux dont on a l'habitude avec Internet. C'est qu'au lieu d'envoyer, de spécifier qu'on envoie des objets, des choses comme ça, là ça va être vraiment par variable et je lis, j'écris des variables, mais en fait elles sont à distance, sur un périphérique. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok. Par exemple, donc, un service de batterie. En fait, ouais, ce qui se passe, c'est que pour toutes ces caractéristiques, pour tous ces services, on a ce qu'on a des unique ID en fait. C'est les UID. Ils ont toujours à peu près ce format. Et très souvent, vous les verrez représentés juste avec les deux premiers bytes. Non, excusez-moi. C'est combien de bytes? Bref, avec les 4 premiers symboles hexadécimaux qui vont nous permettre d'identifier. Et ensuite, quasiment tout le reste du Unique ID, en fait, c'est la même chose. Pour tous les services, caractéristiques, etc. Donc, si vous lisez de la doc et que vous tombez sur un truc qui sera comme 0x2a19, en fait, en réalité, dans votre software, vous risquez fortement de devoir mettre tout l'Unique ID. Battery level, par exemple, il a cette propriété-là, qui est en fait en notify et read. Donc ça va nous permettre de lire le niveau de batterie et aussi d'être notifié si la batterie est trop faible. Et ensuite, il y a toujours la valeur, voilà, c'est un unsigned int donc de 8 bits, dans lequel il y aura le niveau de batterie. Ce genre d'informations, vous les trouvez sur le site de Bluetooth, qui est assez bien foutu pour toutes les caractéristiques. Si vous faites votre propre device IoT, c'est assez cool de regarder ce qui existe déjà, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Énormément de trucs aussi sur le vivant, sur le cœur, insuline, des choses comme ça, mais aussi des trucs plus de home automation, du genre capteur de température, humidité, etc. Donc en fait, autant utiliser ces caractéristiques qui existent déjà si vous les avez. Si après vous faites, typiquement quand j'ai fait les casiers, il n'y avait rien pour les cadenas IoT ou des choses comme ça. Donc en fait, on crée simplement notre propre UID et puis voilà, on fait notre propre standard. En espérant qu'il n'y aura pas de collision dans le futur. GAT, donc c'est le Generic Attribute Profile. C'est ce qui va nous permettre de faire en fait ce qu'on vient de voir, c'est le nom de ce profil, et en fait c'est un set de services. Donc typiquement, l'exemple que j'ai pris ici avec le Heart Rate Profile, c'est du GAT, parce qu'on a deux services différents qui sont regroupés dans un profil. On voit en fait sur les couches que c'est un profil GAT. Il sera donc au-dessus des protocoles Low Energy Attribute Protocol. Et donc c'est tout dans ces trucs de Low Energy, ce qui est plutôt cool pour nous. Maintenant, on va passer à une partie un peu plus concrète, maintenant qu'on a un peu de théorie. Comment j'ai moi-même utilisé l'ESP32 et qu'est-ce que j'ai fait avec. Comme on le voit sur ce schéma qui vient de Blue Kitchen d'ailleurs, il y a beaucoup de profils différents. Et là, ils ne sont pas encore tous, ça c'est tous ceux qui sont gérés par Blue Kitchen. Il y a beaucoup de couches à gérer, il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on achète un chip, quand on achète un ESP32, il n'y a vraiment pas grand-chose dessus. Et le mieux à faire, c'est de trouver une stack Bluetooth qui va en fait nous préparer ça va être un ensemble de libs qui va permettre de gérer tous ces profils de manière assez simple. J'en ai regardé plusieurs et un qui m'a vraiment attiré l'attention, c'est le BT Stack de Blue Kitchen qui est open source. Il est vraiment cool parce que déjà il est single threaded, donc on n'a pas besoin de s'embêter avec du multi-threading, etc. Il est non bloquant, donc en fait
basé sur les événements. Il n'y a aucune fonction bloquante, ce qui est franchement assez pratique, surtout dans des langages proches du C. Il y a déjà justement tous les handlers qui sont prêts à être utilisés, donc comme on l'a vu, toutes les couches qui sont en dessous de là où on veut s'amuser. Ça va être super pratique pour nous parce que du coup on va écrire très peu de code. C'est compatible avec pas mal de chips différents, donc ESP32 et puis toutes les grandes marques à peu près. Après, c'est peut-être pas tous les modèles. Si vous avez un chip d'une autre marque, regardez peut-être avant, mais d'après ce que j'ai vu, ça gère quand même beaucoup de chips différents et les choses vraiment les plus classiques. Les chips de Nordic aussi qu'on voit assez souvent, ils sont gérés. Et ensuite donc voilà, le code ESP, je suis désolé, j'ai pas de coloration syntaxique, c'était un petit peu large. Mais en gros, je vous ai gardé toutes les fonctions principales, ça sera en 2 pages. Donc au début, comme on l'a vu, on a les 3 premières lignes qui vont suffire en fait à faire l'advertisement. Donc ça va nous suffire à simplement faire en sorte que notre device il émette cet advertisement et puis qu'ensuite que votre smartphone puisse le voir. Ce qu'il faut ajouter en plus, en fait dans ADV Data, je ne l'ai pas mis là, mais en fait c'est une petite structure dans laquelle il y aura le nom de votre device par exemple. Donc si vous appelez le truc mon super device, ça sera ajouté dans la structure là en bout. Et voilà, avec 3 lignes de code et BT Stack, vous avez déjà un device qui fait de l'advertisement. Ce qui est super chouette. Parce que du coup, on n'a vraiment pas codé grand-chose. Ensuite, on a envie de gérer les couches de HCI, L2CAP et éventuellement en sécurité avec SM. Donc voilà, on a de nouveau très peu de lignes de code. Il y a un packet handler qui est en fait une fonction. Vous trouvez plein d'exemples de genre de fonctions et ce que vous pouvez en faire, mais après, c'est des trucs qui sont relativement simples, il y a plein d'exemples. Et ensuite, aussi toutes les couches de ATT, donc ce qui est juste en dessous du GAT. Donc avec ça, on a géré toutes les couches, le HCI, L2CAP, ATT, et puis il y a encore le GAT. Et le GAT, c'est donc les profils qu'on va faire nous-mêmes, qu'on va créer. Ce qu'on va faire en fait, c'est que le ATT ici, on aura un write callback et un read callback. Et donc ces write et read, c'est ceux qu'on a vus avant dans les caractéristiques. C'est ces write et read là, qui vont être appelés quand notre smartphone va demander de faire des read ou des write. Et du coup, ces 2 callbacks, en fait, c'est des fonctions. Par exemple, là, on a le write callback qui va prendre en entrée plein de paramètres de ce qui se passe. Et puis, ce qui va beaucoup nous intéresser, en fait, c'est les 2 derniers paramètres, donc le buffer et buffer size, dans lequel on aura directement les datas. Et après, voilà, vous avez votre gros tableau de bytes et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ce qui est super chouette avec ça, c'est que comme on a derrière L2CAP et qu'on a toutes ces couches, le buffer, là, il est prêt à être utilisé. Vous pouvez avoir des gros paquets dedans. Et c'est franchement agréable de travailler avec ça. Donc après, vous faites ce que vous voulez là-dedans avec vos données. Vous pouvez faire par exemple du GPIO. Il y a des exemples assez simples là-dessus. Dans mon cas, ce qu'on faisait, c'est que on lisait le buffer, on regardait voilà, qu'est-ce qui était demandé comme ordre. Voilà, l'ordre, c'est ouvrir un casier, quelle porte. Non, pardon. En fait, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est une caractéristique qui s'appelle le casier à ouvrir, qui était une caractéristique en write. Et du coup, on écrivait dedans juste l'ID du casier. Et donc le buffer contenait juste l'ID du casier. Et ensuite, on fait un GPIO sur le bon pin pour ouvrir le bon casier. Donc ça, c'est toute la partie côté ESP. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à là. Sur le buffer, il y a des contrôles sur la data durant les transmissions, etc. Pour être sûr qu'il n'y ait pas des erreurs de transmission sur les data.
Alors si je ne me trompe pas, toutes les corrections d'erreur, elles sont faites par les couches précédentes. C'est une très bonne question. Tu me poses une colle. Et je pense que L2Cap, il doit forcément avoir ce genre de mécanisme, vu que si je dis pas de bêtises, il réassemble les paquets pour qu'ils soient dans le bon ordre, etc. Donc je pense que ça se passe à ce niveau, intuitivement. Après, c'est à vérifier. Mais ouais, normalement, après, le buffer, là, il est relativement clean. Ensuite, côté smartphone, je vais vous montrer 2 exemples, parce que voilà, on peut faire des apps avec tout et n'importe quoi. On peut le faire aussi avec un ordi, avec bien d'autres choses. On peut faire aussi son propre device IoT qui agit comme un central. J'ai jamais essayé, mais c'est possible. Là, on a du TypeScript, qui est de nouveau relativement simple. Enfin, il y a un module Bluetooth pour Ionic. Donc Ionic, c'est un truc qui est basé sur Cordova, PhoneGap, donc qui permet de faire des apps smartphone en TypeScript, c'est super pratique. Donc ça marche sur Android et iOS. Après, sur iOS et Android, évidemment, vous avez les stacks standards des OS, mais je ne les connais pas. Donc simplement, ce qu'on va faire, c'est activer isEnable. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est la première ligne. En gros, on va juste demander d'activer le Bluetooth. Ensuite, on va scanner. Et puis, souscrire, en fait, enfin, subscribe, c'est juste qu'on attend de voir les devices. Ensuite, ici, j'ai juste choisi de filtrer par nom. Donc, tous les devices qui s'appellent My IoT Device, on va les voir. Ce qui serait plus malin de faire, en fait, c'est de filtrer par profil. La plupart des apps, en fait, font ça, filtrent par profil. Parce qu'on n'a pas envie que notre app, pour voir le niveau d'humidité des plantes, si ça se base juste sur le nom, bah, n'importe qui peut avoir un truc qui a le même nom par hasard, et puis c'est pas cool. Peut-être qu'il faudrait se baser sur le profil. Et si je dis pas de bêtises, dans les crochets à côté du scan, on peut mettre les différents profils qu'on veut. Donc de nouveau, on met les grands UID, et la lib fait le travail pour nous. Une fois qu'on a récupéré le device, on va pouvoir se connecter dessus. Donc ça, en fait, ça c'est la phase de subscribe et machin, le scan. C'est ce qu'on a vu tout au début. C'est ce qu'on a vu ici avec le scan request et scan response. Derrière, il se passe ça en fait. Et ensuite, quand on est au receive advertisement initiating, pardon, on sera du coup dans la partie on fait un connect et puis après on a notre périphérique. Donc là on a accès ensuite aux différentes choses. On va créer un buffer de taille 10 par exemple. Là j'écris rien dedans, mais après il faut écrire des trucs dans votre buffer, sinon ça ne sert à rien. Et ensuite on va faire un write, on redonne l'ID du périphérique. Là les deux ID, c'est le service et la caractéristique, et puis ensuite notre buffer. Donc on pourrait dire par exemple, je vais écrire où je veux lire par exemple en read le service de heart rate service, et puis ensuite lire la caractéristique, donne-moi le battement du cœur du mec. Ensuite, on récupère le buffer de réponse, et puis voilà, en cas d'erreur, on a des erreurs. Maintenant, un truc qui est assez cool à faire, c'est qu'on peut directement faire des sites web qui font du Bluetooth. Je sais que la feature n'est pas encore supportée partout. Je sais que c'est en tout cas supporté dans Chrome, Chromium. Je sais que Chrome, Chromium, ça devient de moins en moins bien avec Firefox de mieux en mieux. Mais malheureusement, je crois que c'est pas encore implémenté dans Firefox, mais en tout cas, c'est prévu pour le futur. Donc revenez dans 5 ans et lire ce code. Ici on fait la même chose en fait. J'avais fait un petit prototype avec un navigateur, avec juste un gros bouton pour ouvrir une porte du casier. Donc de nouveau on a le service UID, caractéristique UID. Donc là c'est notre propre service, propre caractéristique. Et puis ensuite on va demander les devices. Là accept all device, bon, c'est juste qu'on les prend tous. Je ne me rappelle plus de ce que c'est exactement, désolé. Optional Services, là on va pouvoir mettre en fait notre service UID, et lui du coup il va automatiquement les filtrer. Donc là on ne filtre pas par nom mais par UID, ce qui est beaucoup plus propre.
Ensuite, on fait un device.get.connect. Je crois que ça peut pas être plus simple. Ensuite, on récupère un serveur. Ah oui, désolé si vous ne connaissez pas en fait les promesses, etc. en JavaScript, TypeScript. En fait, c'est vraiment à chaque bloc, on a un then. C'est le truc qui va être fait après. Et la valeur device, serveur, etc., c'est des valeurs qui nous sont données par la fonction d'avant. C'est un peu particulier si on n'a pas l'habitude. Donc le device, on va faire device.get.connect, ça va nous connecter. Il va faire le device discovery, etc. Ensuite, serveur getPrimaryService, ça va nous permettre de récupérer ce service-là. Ensuite, on pourra récupérer la caractéristique. Ensuite, avec cette caractéristique, on pourra faire des choses. Donc là, on récupère myCharacteristic. Après, dans cette caractéristique, on peut faire des .write, .read, .notify, etc. Et on peut s'amuser. Voilà tout. Si jamais les ressources que j'ai utilisées, les principales, les plus cool, c'est bluetooth.com qui a quand même relativement un bon nombre de ressources. Je vous déconseille de vous lancer dans les specs parce que je pense qu'il y a 3000 pages. Ah, Bluetooth ouais, non, je crois que c'est Bluetooth.org. Bon, je crois que c'est. Moi j'ai vu des trucs, des caractéristiques GATT et compagnie sur Bluetooth.com qui étaient assez bien documentés. Avec des ressources. Sur Wikipédia, il y a pas mal de trucs assez bien expliqués. Des fois, il y a des trucs qui sont un peu particuliers, mais voilà, globalement, c'est chouette pour commencer. Dev.ti, donc le site de Texas Instruments qui est aussi super bien fourni et que je recommande fortement. Adafruit qui a des petits tutoriels assez cool. Pour reparler des boards vite fait. Et Blue Kitchen, SARL, qui est donc la boîte qui fait BTStack, qui est basée à Zurich si je dis pas de bêtises. Ouais, Adafruit, je l'ai mis parce que il y a aussi les boards de ESP32, on a le chip ESP32. Les boards, il y en a plein. Moi, au début, j'ai utilisé les Lolin32 de Wimos. Ils les font plus, ils en font des nouvelles, je crois, mais du coup, je les ai pas essayées. Il y a Adafruit qui fait les feeders, qui sont un peu plus chers. Et après, il y a plein de marques différentes que je connais pas du tout, qui font à peu près la même chose. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. .com, ouais. J'ai une question, mais ça sort peut-être un peu de. Je m'étais procuré il y a une année ou comme ça un fitter Adafruit, justement, au SP32. On m'avait dit, j'avais lu que c'était encore pas tout à fait à 100% stable, qu'il y a encore plein de choses qui étaient expérimentales, c'était pas encore complètement. Est-ce que maintenant ça a évolué? Est-ce que ça reste toujours. C'était il y a combien de temps, tu dis? Il y a une année à peu près que Ouais. acheté. Alors, j'ai pas. Moi, j'ai fait surtout ça il y a une année aussi. C'est vrai qu'il y avait des trucs un peu expérimentaux, un peu buggy dans certaines libs. Je sais pas à quel point c'est stable. Vraiment, c'est difficile à dire. Je pense que j'ai l'impression quand même que ça s'est amélioré. J'ai vu beaucoup plus de ressources maintenant qu'il y a une année. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse tendance à bidouiller du low energy, etc. Mais, ouais, si on regarde typiquement Wimos, ils ont fait le Lean 32, après ça a été. Ils ont fait le Lean 32 Pro, donc l'autre était enlevé. Et maintenant, je viens de voir qu'il est aussi retired et puis qu'il y a un D32. Donc déjà cette boîte-là, en un an et demi, ils ont fait 3 versions. Donc je pense que le feeder, j'ai pas vu combien de versions ils ont fait, mais je crois qu'ils en ont fait plusieurs aussi. Le langage de programmation, alors pour Bluetooth Stack, c'est du C. Ça, c'est du C. Après, je sais pas si c'est possible de les coder avec, comment ça s'appelle, MicroPython ou d'autres trucs. Ou en Lua, ouais. En Lua, ça doit être aussi possible. Après, la grande question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des stacks Bluetooth cool comme ça en Lua? L'interface, Ah oui, oui, ouais, ok. Donc ouais, c'est possible, c'est vrai, d'avoir Lua en tant que libc et puis d'écrire son code Lua qui interface avec le C.
D'ailleurs, c'est souvent comme ça que Lua est utilisé. Donc ça, c'est du Lua. Ionic, c'est du TypeScript. Et dans le browser, JavaScript. Voilà. Le client était content. Ouais, ah oui, alors pour la petite histoire, donc ces box, elles sont, je crois qu'elles sont déployées aujourd'hui à Yverdon. Comme ça, c'était la version prototype avec un ESP32, la stack Bluetooth, etc. En fait, ça a été refait sur Raspberry Pi, ce qui permet en fait d'avoir aussi un peu plus de puissance et de faire plus de contrôle à distance aussi, des choses comme ça, plus facilement, enfin pour avoir du SSH par exemple, et des trucs comme ça. Mais ouais. Et là, l'app continue d'être développée et on verra. C'est Robin d'Yverdon ou... Ça sera, je crois, sur les terrains de sport d'Yverdon, si je dis pas de bêtises. La startup s'appelle Buxop. Et, ouais. Et je leur souhaite beaucoup de chance. Donc voilà, en fait, c'est une startup donc, qui veut faire de la location de matériel sportif. Donc l'idée, c'est que vous êtes près du terrain sport, vous dites tiens, je vais me faire un volley. Et en fait, vous pouvez louer directement avec votre smartphone un ballon de volley. Et ça débite en fait automatiquement de votre carte de crédit selon combien de temps vous l'avez utilisé. Voilà, ça c'est le use case pour lequel j'ai appris tout ça. Oui. Juste par rapport à l'application là, en fait, le low energy, t'en avais vraiment besoin ou c'était pas vraiment quelque chose d'ultra nécessaire? Alors la question c'est est-ce que le low energy j'en ai vraiment besoin pour cette application? Finalement pas, parce que du coup on est sur le secteur. Ouais. Donc en fait non, ça a évolué et du coup on n'en a pas besoin. C'est la magie des startups, c'est que ça pivote tout le temps. Cela dit, ouais, c'est vrai que sur les stacks plus standards, donc dans les profils plus standards, je sais pas si on les voit là. Je connais pas tous les acronymes par cœur. Non, je suis pas sûr que ce soit dedans. Je sais plus. Il y a en fait des trucs pas low energy qui permettent d'échanger des gros objets. Il y a même un truc qui s'appelle OBEX, je crois, qui est fait en fait qui date du temps où on sait de l'échange de données par infrarouge. Je crois que c'est encore géré d'ailleurs par le comité d'infrarouge, de transfert de données infrarouge. Et donc, enfin, il y a plein de sérialisation d'objets, des trucs comme ça qui existent sur d'autres profils et d'autres endroits. Donc peut-être si on veut faire transfert de plus gros objets, il y a des trucs plus efficaces. Après, dans notre cas, vu qu'on transmet globalement des ID, c'est pas forcément sensible. On doit choisir si on veut le mode 3 ou le mode 4, le low energy ou pas. Le chip supporte les deux. On Euh, lequel on veut, j'imagine. Ouais, en fait, ça va dépendre des profils qu'on utilise. Il y a des profils qui sont sur le low energy, donc sur cette partie-là, et d'autres qui ne le sont pas et qui sont sur les trucs plus standards. Quand on fait une application client, le client se connecte soit si on veut qu'il se connecte avec l'un ou avec l'autre, il faut faire deux implémentations. Si on veut que les deux soient gérés, alors c'est vrai que si on veut gérer par exemple des téléphones qui ont Bluetooth 4.0 et d'autres qui n'ont pas encore le chip Bluetooth 4.0, Faire double implémentation. donc il faut, en fait il faut avoir double implémentation, enfin c'est-à-dire il faudra avoir gérer plusieurs profils différents. Donc Le HAT et ouais exactement. Je sais plus l'équivalent du GAT en pas low energy, je sais plus si je l'ai noté même. Non je l'ai pas. Mais oui, oui c'est ça. dans ce cas-là, vous avez fait quoi? Les deux ou seulement le low energy? Non, dans ce cas-là, on a fait que low energy. Non, mais il faut aller dans le problème. Moi, j'ai un vieux téléphone, je crois que ça marche pas avec. Ça marche pas, comme ça? Ouais, mais j'ai un téléphone qui a 10 ans. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont un vieux téléphone. Donc, normalement, c'est un téléphone qui a moins de 6-7 ans, c'est Bluetooth 4.0 est géré, donc ça devrait aller. Même 4.1, 4.2, et je sais pas si tu sais s'il y a déjà des téléphones qui ont Bluetooth 5 dedans. Ouais. Oui, il y en a déjà, voilà. Mm. Oui. Une question qui est peut-être dans la conscience, mais il y a aussi du Wi-Fi dans le SP32. Oui, il y a aussi du Wi-Fi dans le SP32, ouais. Est-ce que
Bluetooth, il y a seulement, enfin, il y a le mode où le SP32 c'est le device, et puis il y a une centrale qui Mhm. Est-ce qu'il peut fonctionner en centrale aussi, étant donné qu'il a aussi le Wi-Fi et que peut-être que... Le SP32 peut fonctionner en centrale. J'ai pour ma part jamais essayé. Mais normalement, c'est tout à fait possible de faire communiquer deux SP32 ensemble. Ok. Et, ouais. Donc de là, ça pourrait aller ailleurs. Ouais. Oui. À tout hasard, tu sais, justement, ce low energy de Bluetooth, finalement, comparé à des protocoles comme Zigbee ou autres, si tu veux, est-ce que tu as une idée finalement s'ils sont beaucoup plus consommateurs, enfin, où ils se situent au niveau de la consommation, etc. Alors Ça- pour le low energy, la question donc c'est si le low energy de Bluetooth c'est comparable avec Zigbee ou pas. Je pense que c'est une meilleure réponse que moi. Ouais. Si je me souviens bien, le débit de données est plus élevé dans le Bluetooth Low Energy. Hein, donc c'est 1 mégabit par seconde et le Zigbee, je crois que c'est 256 kilobits. Donc on peut faire des paquets plus courts du coup, et on peut économiser par rapport au Zigbee pour transmettre une certaine quantité d'informations. Si je me souviens bien. Ok. Et donc du coup la réponse, s'il y a des gens qui écoutent la vidéo, c'est que Bluetooth peut monter apparemment à 1 ou 2 mégabits de données en low energy, alors que Zigbee c'est seulement 256 kilobits. Donc les paquets peuvent être plus courts. Donc les paquets peuvent être plus courts en Bluetooth et du coup consommer moins d'énergie. Ça semble assez logique. Après, ça va peut-être dépendre aussi de votre code et de votre stack. Si vous mettez des boucles infinies, c'est votre problème. C'est l'ordre de nanoampères, donc ça dépend avec quelle fréquence tu communiques, mais en général c'est le microcontrôleur qui consomme le plus. Mais avec le SP, il y a un deep sleep, on peut aller jusqu'à 2 ans avec un petit pied. Voilà, D'accord. Mais il faut vraiment aller sur c'est sur l'intervalle de connexion pour vous, parce que ils vont se retrouver périodiquement. Si on prend un intervalle plus long, 1 seconde, 4 secondes, alors il y a parfois plus de latence, mais on économise beaucoup sur l'énergie. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui n'entendent pas de loin, l'idée c'est que c'est vrai que si vous faites votre propre device et que vous voulez que ce soit réellement low energy, économisez la pile jusqu'à 2-3 ans. Faites attention à votre code, à mettre des deep sleep sur l'ESP. Évitez de trop communiquer parce que chaque fois que vous réveillez le chip et que vous communiquez, ça va bouffer pas mal de batterie. Du coup, ces trucs sont faits pour avoir des deep sleep, etc. Mais il faut les utiliser. C'est le piège. Au début, tu mentionnais JustWorks, donc il y a pas, et puis j'ai vu plus loin, c'était marqué qu'il n'y a pas de pairing, c'est ça? Est-ce que c'est lié là deux choses? Ça s'appelle JustWorks et pairing, etc. Alors il y a deux choses. Il y a les couches de sécurité SM, donc Security Manager, sur lesquelles il y a plusieurs profils différents. Je les connais pas par cœur. Je sais que donc il y a le truc bête qui s'appelle JustWorks qu'il faut éviter d'utiliser parce que du coup c'est chiffré avec une clé 0. Donc c'est pas si simple à sniffer, mais c'est tout à fait faisable. Ensuite, il y a des trucs un peu plus costauds et après il y a différents types, mais je me rappelle pas exactement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces trucs sont gérés par le GAP, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est le GAP qui va gérer le Security Manager. En fait, ce qui va se passer, c'est au moment où ils font de l'advertisement, je crois qu'ils se mettent d'accord sur la sécurité. Mais peut-être que je dis vraiment des bêtises, donc faites attention à ça et si vous voulez l'implémenter, vérifiez. Moi, je trouve ça très compliqué en Bluetooth 4. Avant, le pairing, c'était compliqué, mais on savait ce que c'était. En Bluetooth 4, il y a le pairing, il y a le bonding, ça marche. Pour moi, c'est le mystère complet. Quand on lit, on comprend, mais 5 minutes après, moi, j'oublie. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me... Et moi, ce qui m'a perturbé au début, c'était justement les beacons qui émettent et notre téléphone ne se perd jamais avec, mais il reçoit des datas et je ne comprenais pas tout de suite qu'en fait, il y avait quelques bytes dans l'advertisement et que du coup, pas mal de gens apparemment exploitent ça pour avoir des beacons qui mettent tout le temps. Voilà. Je pense à notamment, j'imagine que les trucs de... Je sais qu'Apple, ils avaient des trucs près des magasins où vous pouvez recevoir des notifs, des offres qui permettent de faire de la localisation précise.
et Low Energy. Et je crois que c'était basé sur des trucs comme ça où le beacon advertise seulement, mais il met dans ses datas je suis telle grande marque. Et votre téléphone reçoit ça et interprète ah tiens, je suis près de telle grande marque et du coup je vais afficher un pop-up, j'en sais rien, enfin faire des trucs. Après, vous pouvez faire sûrement une app aussi qui dort sur votre téléphone et puis qui reçoit vos propres advertisements. Et puis, Au niveau de privacy, c'est un peu. Et aussi, quelqu'un veut savoir si tu es à la maison. ouais, au niveau de privacy, c'est un gros Pour problème. aller, Ouais. Parce qu'ils sont toujours en train de faire ça. Mhm. Ok. Merci. Si vous avez des questions plus bas niveau, je vous invite à discuter avec Michel ici présent. Il y a la réponse. Sur les parties plus électroniques. Une récompense. Faut venir voir. Ah, il y a un macaron. Un macaron gravé, fixe-moi. Il est gravé double face. Oh, Nils Rodai, Fred Et le Steinfuß. Bluetooth. C'est le logo Bluetooth. joli. Merci. C'est affreux.